move into French. All right, la famille, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on est samedi le 12 avril 2025 et je vais vous parler de quelque chose flagrant. Un journaliste français, je ne sais pas s'il est français ou autre, en tout cas un journaliste européen, disons Thomas Dietrich, qui a fait une investigation pour le média of Investigation et qui a découvert à partir de ses sources à l'intérieur même de l'administration française que la rébellion, les terroristes du Kagamistan et leur bébé du M23, leur porte-parole qui s'appelle Lawrence Kanyuka, qui est maintenant sous des sanctions américaines, a pu établir un business de mining minière, de compagnie minière à Paris, s'il vous plaît, sans que les autorités françaises fassent une attention quelconque à son dossier et bien évidemment parce qu'ils font exprès, ils ferment les yeux, ils poursuivent par exemple le docteur Franklin Nyamsi. Vous avez entendu la poursuite qu'ils ont engagée contre Franklin Nyamsi, que j'ai vu qu'il est allé au Niger. Peut-être qu'on pourrait en parler un peu plus tard. Il est allé au Niger et puis il a été accueilli par le président du Niger. C'était magnifique. Son book signing de son nouveau livre Impérial Terrorisme, tout ça là. Donc, vous savez comment la France de Macaroni l'a poursuivi, soi-disant sous des prétextes farfelus, qu'il aurait détourné l'argent de son propre association dont il est président. Personne n'a porté plainte. C'est son propre association. C'est parce que les Africains ont fait un fundraising, lui ont donné l'argent, il a retiré ça parce que les gens voulaient l'affamer après l'avoir injustement sentence pour des trucs encore farfelus. Et donc, ils l'ont traîné devant les tribunaux pour avoir détourné l'argent de son propre association alors que personne n'a porté plainte, alors que c'est l'argent que les Africains ont contribué pour lui donner. Donc, lui, il est poursuivi. Mais ici, la famille, nous avons des terroristes du Kagamistan et du M23, leur porte-parole, qui est maintenant sous des sanctions américaines. Donc, les Américains, eux, savent, mais les Français, eux, ne savent pas, quoi. Oh là là! Qui est maintenant sous des sanctions américaines, qui a pu tranquillement, en silence total, s'établir à Paris sans que les autorités françaises ne regardent dans sa direction. Mais c'est incroyable. Hein? Donc, je vous encourage à aller voir ça. Donc, ça s'appelle RD Congo, la France protège-t-elle le M23? Yo, poser une question, c'est y répondre. Le voilà, le journaliste qui a donc découvert tout ça. Et il s'appelle Thomas Dietrich. Il est journaliste. C'est pas la première fois qu'il fait un travail magnifique et qu'il découvre des choses et des choses. On va l'écouter ensemble et puis on va commenter. Je sais pas si on va écouter toute la vidéo. C'est 11 minutes. Alors, nous sommes là jusqu'à ce que notre invité arrive, David Himbara, qui va parler en anglais, en Kinyarwanda. En attendant, donc, on fait notre show en français. Donc, cette vidéo, c'est 11 minutes, comme vous voyez, 44. Donc, on va voir si on va tout regarder ou qu'est-ce qui va se passer. Bon, regardons un peu. Et puis, sinon, vous pouvez vous-même aller voir la vidéo. C'est ici. Vous voyez la chaîne Chronique de France-Afrique. Merci. Merci d'avoir posté la vidéo. Alright, voilà, écoutons un peu. En Afrique, la France est toujours dans les mauvais coups. Alors que la guerre fait rage à l'est de la République démocratique du Congo, le cœur d'Emmanuel Macron penche plutôt pour les rebelles du M23 et leur principal soutien, le Rwanda de Paul Kagame. Ces dernières semaines, j'ai enquêté en exclusivité pour le média Off Investigation et des sources internes à l'administration française m'ont révélé comment le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a tranquillement pu monter un business minier en France sans que le fisc français ne s'en préoccupe. Notre pays a-t-il abrité un trafic de minerais de sang? C'est toute la question. Chronique de France-Afrique sur la RD Congo, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs.
Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Fair share, fair use, fair play. Vous vous souvenez de la phrase du philosophe Frantz Fanon? L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Jamais cette citation, écrite il y a des décennies, n'a semblé autant d'actualité. Il faut dire que le conflit en RDC, ce gigantesque pays de 100 millions d'habitants, a connu une recrudescence ces dernières semaines, avec l'offensive menée par les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23. Les insurgés ont fondu sur Goma et Bukavu, les principales villes de l'est du pays, non loin de la frontière avec le Rwanda. Et derrière le M23, plane l'ombre justement du Rwanda, dont le régime du très autoritaire Paul Kagame arme et soutient ces rebelles congolais selon des rapports des Nations Unies. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. Même si ce n'est pas le seul paramètre dans la crise, le malheur de la République démocratique du Congo, c'est d'être riche, trop riche, d'avoir un sous-sol qui regorge de tant de trésors, or, cuivre, coltan qui sert à fabriquer nos iPhones. Et ces fabuleuses richesses attirent les convoitises de tous les charognards, notamment celle du M23. Au printemps 2024, le mouvement rebelle a pris le contrôle de la mine de Roubaïa, le plus grand gisement de coltan du monde, qui concentre à lui seul 15 à 30% de la production de la planète. Le joyau de la couronne est la mine de Roubaïa, dans le nord Kivu, la plus grande mine de coltan de RDC, sous contrôle du M23 depuis avril 2024. Hategeka Jean exploite cette mine depuis 2019. Après avoir appelé la population au calme, le M23 entame une campagne de recrutement dans les zones qu'il contrôle. Le travail de creuseur est bénéfique, mais tout dépend de la manière dont on l'exerce. Avec le temps, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles et ce métier ne permet plus de subvenir à mes besoins. C'est pourquoi j'ai pris la décision de rejoindre le M23 pour défendre mon pays. Les experts de l'ONU estiment que les gisements de Roubaïa rapportent environ 800 000 $ par mois au M23 grâce à une taxe de 7 $ par kilo prélevée sur la production et le commerce du coltan. Alors que les condamnations internationales fusent, que l'Allemagne, le Canada ou encore le Royaume-Uni ont annoncé la suspension de leur aide au développement au Rwanda en raison de son soutien au M23, la France, que fait la France? Elle siffle en l'air et elle regarde ailleurs. Il faut dire qu'Emmanuel Macron adore claquer la bise au dictateur. C'est son sport favori en Afrique. Après des décennies de brouille, dues à la terrible complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, Macron s'est rapproché du régime de Paul Kagame, réélu avec 99% des voix au mois de juillet dernier. Depuis juillet 2021, des soldats rwandais rendent d'ailleurs de fiers services à notre pays, ou plutôt à nos multinationales. Les troufions de Kagame combattent des djihadistes au nord du Mozambique, là où, coïncidence ou pas, se trouve un méga projet gazier de Total Energy, estimé à 20 milliards de dollars, et qui est suspendu pour le moment, car sa reprise est conditionnée à la sécurisation de la zone et la fin de l'insurrection djihadiste. En échange, la France ne se montre pas ingrate. Elle maintient vaille que vaille son aide au développement et sa coopération militaire avec Kigali. Et elle freine des 4 fers pour que le Rwanda ne soit pas sanctionné à l'échelon européen. Et c'est pas moi qui le dis, mais le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences ? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement ? Oh, ben, on le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Et l'Hexagone, c'est nous, c'est Bibi, c'est notre Emmanuel Macron vénéré. Et un autre événement va mettre un peu plus en lumière les ambiguïtés françaises vis-à-vis du Rwanda et de la rébellion du M23. Cette fois, La famille. Donc là, ça commence à s'expliquer un tout petit peu pourquoi vous avez vu le Kagamistan au Rwanda, là, tous les contre-sanctions qu'ils font contre la Belgique. Donc, parce que en partie qu'ils disent que la Belgique, à part son rôle dans la colonisation du Rwanda, du Congo, du Burundi et tout, jusqu'à ce que le Kagamistan a même planifié même de fermer l'école belge qui était à Kigali.
et donc a fermé ses relations diplomatiques avec la Belgique parce que la Belgique est donc en première ligne en train de chercher les sanctions, alors que le problème, c'est que le Kagamistan a envahi le Congo et est en train de détruire le Congo, est en train de piller et de tuer au Congo. Et ironie du sort, c'est donc la Belgique qui est en avant pour trouver les sanctions pour justement le Kagamistan. Et n'oublions pas que la Belgique aussi est responsable des malheurs et des malheurs des Congolais. La Belgique qui avait esclavagisé le Congo pendant des années et pillé aussi des milliards. La Belgique qui en avait fait propriété privée de leur roi, le roi belge, qui a ensuite transmis sa propriété privée à l'État belge. Et donc, ironie du sort, aujourd'hui, la Belgique est en avant pour défendre les intérêts du Congo. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est l'avancement de l'histoire. Donc, le Kagamistan a des sérieux problèmes avec la Belgique, justement pour son rôle. Mais là, à travers son journaliste, qu'est-ce qu'on apprend? Que la France, elle, la France, elle regarde dans l'air ou elle siffle en l'air. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Elle siffle en l'air et elle continue sa collaboration avec le Kagamistan parce que, comme il en a parlé, ses intérêts au Mozambique, ses intérêts au Bénin contre l'Alliance des États du Sahel, ses intérêts en Afrique centrale, au Centrafrique, hein? Vous voyez tout ça, ses intérêts au Sénégal, ses intérêts ailleurs où le Kagamistan est et surtout les intérêts au Congo. Donc, c'est vraiment bizarre de voir que les Européens il y en a de genre qui défendent les Congolais, puis il y en a qui les défendent pas, ou il y en a qui veulent que la crise se résolve, ou il y en a qui veulent pas, ou qu'ils nous disent qu'il y a plusieurs partis. Mais toutes ces nations qui aujourd'hui disent qu'ils sont pas ensemble, que certains sont pour, certains sont contre, ils étaient quand même tous ensemble à Berlin pour se diviser tous ensemble l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'ils se sont partagés la tâche de se dire, bon, ben, toi, tu vas jouer le bon cop, moi, je vais jouer le bad cop, on va faire semblant comme si vous êtes pour, nous sommes contre. Et pendant qu'ils se battent, pendant qu'ils se disent, nous, on est pour, nous, on est contre, pendant qu'ils sont là à dire que, ouais, certains ont sanctionné, d'autres sont réticents, le peuple congolais, le Congo continue de mourir, le Congo continue d'être pillé et leur jeu politique continue. Donc, qu'est-ce qu'on en sait, la famille? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est pour ça que c'est vraiment aux Africains de rester vigilants et de prendre leurs mesures. C'est au Congo de se fortifier, de faire en sorte que ils aient une armée magnifique. Et l'armée magnifique doit être tous les 3M, comme on ne cesse d'en parler ici. Donc, les 3M, le M militaire, le M médiatique et le M mani, qu'ils déploient leur argent, leurs médias, leurs militaires pour vaincre à tous les 3 niveaux, parce que s'il faut vraiment attendre que les Européens décident entre eux de sanctionner et de défendre les intérêts des peuples africains, on va attendre très très longtemps et puis on ne sait pas s'ils sont sincères ou s'ils nous jouent un jeu, parce que vous voyez que certains sont pour, d'autres sont contre, alors que les rapports sont clairs et nets là-dessus, alors qu'il y a des millions de morts. Mais voilà, la politique continue, ils continuent de jouer leur jeu politique, hein. Écoutons encore un tout petit peu. Ce sont les Américains qui ont pris le taureau par les cornes. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame, James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC.
Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Outre le ministre rwandais James Kabarebe, le porte-parole de la rébellion du M23 a lui aussi été sanctionné par le Trésor américain pour des crimes commis à l'est de la RDC. Et c'est là que ça devient intéressant et que je me suis mis à enquêter. Figurez-vous que ce porte-parole, Laurence Kanyuka, a vécu plusieurs années en France, où ce charmant personnage disposait d'un pied-à-terre à Saint-Maur-des-Fossés, en proche. Ça me fait penser, quand il parle de ce monsieur qui a vécu des années en France et ensuite qui est allé servir les rebelles et tout ça, là, ça me fait penser à l'autre aussi, celui qui s'appelle Manzi, qui a vécu aussi plusieurs années ici au Canada. Et quand il était au Canada, il était aussi rwandais. Et là, il est rentré pour aller servir aussi le Kagamistan et le M23 au Congo. Hein? Vous voyez ça? Proche banlieue parisienne. Kanyuka en a profité pour créer une entreprise de consulting minier en 2017 en France, alors qu'il avait déjà rejoint le M23. Cette société a élu domicile rue Saint-Honoré, dans le très chic 1er arrondissement de Paris, à 2 pas des bijouteries de la place Vendôme. Normalement, la mise sur pied de cette société, qui s'appelle Kingston Holding, aurait dû alerter l'administration fiscale française. Laurence Kanyuka n'avait pas ouvert un stand de chouquette, mais bien une entreprise de conseil minier qui aurait pu lui permettre, par exemple, de favoriser l'exfiltration de minerais de sang depuis les zones contrôlées par le M23 jusqu'en Occident. Et en plus, Kanyuka a fait vraiment n'importe quoi, comme s'il se sentait intouchable en France. Le chef rebelle n'a jamais déclaré aucun bilan comptable pour son entreprise, ce qui est normalement une obligation légale, passible de sanctions pénales si on ne la remplit pas. Sa société Kingston Holding n'est pourtant pas une coquille vide, une boîte qu'on créerait et qu'on oublierait ensuite parce qu'on est trop occupé à jouer au Che Guevara au fin fond de l'Afrique. Kanyuka a changé sa société 3 fois d'adresse depuis 2017. Il a racheté des parts et a même redonné une seconde vie à sa boîte, quelques jours seulement après être devenu porte-parole du M23 en 2022, et alors que cette rébellion menait une offensive d'envergure à l'est du Congo. Et qu'ont fait les autorités françaises face à une entreprise qui aurait dû déclencher des alertes en interne? Eh bien rien, nada, walou. D'après les sources internes à l'administration, que j'ai pu recouper pour Off Investigation, le fisc français, si prompt à dégainer le contrôle fiscal, est resté les bras croisés. Trac fin, notre service de renseignement économique n'a jamais fait redescendre d'alerte. Et Kanyuka n'a du coup jamais été pris par la patrouille. Plus étonnant encore, lui ou sa société n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle fiscal ou même d'un carottage, une demande de renseignement que les impôts envoient à la banque qui abrite les comptes de la société. Cette procédure permet de contrôler discrètement les flux financiers de la société et d'établir s'ils sont bien légaux et s'ils doivent être taxés. Alors, à quoi a servi Kingston Holding? Laurence Kanyuka aurait-il utilisé sa société, domiciliée dans les beaux quartiers de Paris, comme une sorte de carte de visite qui lui aurait permis d'appâter des investisseurs, attirés par les fabuleuses richesses contrôlées par le M23 à l'est du Congo? Le porte-parole de la rébellion a-t-il été rémunéré au nom de sa société par des entreprises minières occidentales? Visiblement, la France ne semble pas pressée d'enquêter sur les activités de Kanyuka sur son sol. En 2017, on se souvient que Bercy avait été autrement plus réactif. Notre pays avait gelé les avoirs de rebelles tchadiens sous prétexte qu'ils finançaient le terrorisme islamiste, ce qui était du bullshit intégral. Mais à l'époque, François Hollande s'entendait comme larron en foire avec le tyran du Tchad, Idriss Déby Itno, qui rendait de fiers services à l'armée française au Sahel. Là, Kanyuka, c'est plutôt notre poteau. Et les défaillances du fisc français ne manqueront pas d'alimenter le doute et les accusations de connivence entre la France, le Rwanda et la rébellion du M23. Pour une partie des Congolais, la cause est déjà entendue. Regardez donc ce qu'il s'est passé le 28 janvier dernier à Kinshasa, capitale de la RDC. Les voitures sont déjà en feu. Dites à Macron que ça n'est fini pour lui. Il retire ses mains du Congo. Des manifestants ont mis le feu à l'ambassade de France mardi 28 janvier. Des actes jugés inadmissibles par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'ambassade du Rwanda, de l'Ouganda, de la Belgique ainsi que des États-Unis ont également été attaquées. Les assaillants dénoncent notamment l'inaction de la communauté internationale quant au conflit en cours dans l'est du pays. En RD Congo, comme au Sahel et un peu partout dans nos anciennes colonies africaines, la France aura réussi l'exploit de se faire quasi unanimement détester par des populations jalouses de leur indépendance. Pourtant, certains de nos réseaux ont aidé le pouvoir congolais du très falot et très corrompu président Félix Tshisekedi. Pour défendre Tshisekedi, des mercenaires bien de chez nous, comme le franco-roumain Horacio Potra, ont monté une véritable légion de barbouzes, composée pour beaucoup de Roumains passés par la Légion étrangère hexagonale et qui ont acquis la nationalité française. Ces chiens de guerre ont été positionnés à l'est de la RDC. Ils étaient payés 10 000 $ par mois, pendant que les... Vous avez entendu cette histoire? Donc, parmi les mercenaires qui ont fait le cinéma au Kagamistan, là, il y avait aussi des Français. Donc, attends, on rewind ça un tout petit peu. Hein. Mercenaires en Afrique, de Goma à Bucarest, les tribulations belliqueuses d'Horatio
Le prix Gugine roumain. Ah, oh là là. Diagonale et qui ont acquis la nationalité française. Ces chiens de guerre ont été positionnés à l'est de la RDC. Ils étaient payés 10 000 $ par mois, pendant que les soldats locaux en sont rémunérés à peine 100. Ces mercenaires ont pourtant pris leurs jambes à leur cou dès que le M23 est arrivé à Goma, tout comme les hommes d'Olivier Bazin. Vous vous souvenez quand on a dit que c'est justement un inside game? Depuis tout le temps, c'est le Kagamistan qui est allé allegedly les corrompre pour justement, puisque ce sont des mercenaires, puisque justement ils ont une entente et qu'ils ont un support politique derrière eux, malgré que ce sont des mercenaires, il y a des jeux politiques derrière eux. Donc ça commence un peu à s'expliquer comment le Kagamistan a pu aussi avoir accès aux mercenaires et aussi les corrompre pour les faire partir et pour faire en sorte qu'ils abandonnent le Congo. Si même ils avaient été au service du Congo, ils étaient aussi en secret à Rubgenge, en service du Kagamistan. C'est pour cela qu'ils sont partis. Vous commencez à comprendre? Oh là là! D'ailleurs, le Kagamistan, eux aussi, on peut les considérer comme une armée de mercenaires au service de la France au Mozambique. Une armée de mercenaires au service des prédateurs en Centrafrique, au Bénin et ailleurs. Ben oui, eux aussi, ce sont des mercenaires. C'est pour ça d'ailleurs que le Kagamistan chasse les mercenaires du Congo et ne veut pas qu'il y ait d'autres gens qui utilisent les mercenaires parce que le Kagamistan, lui aussi, c'est un mercenaire. Son armée, l'armée puissante, l'armée du Kagamistan qu'il a là, c'est une armée donc de mercenaires qui est engagée par les prédateurs pour aller défendre leur cause, puisqu'il n'a pas de cause, il ne défend aucune cause, il est là pour aider les prédateurs à piller et à tuer. Donc, le Kagamistan aussi, c'est un mercenaire. Son armée de mercenaires qu'ils utilisent au Congo, Mozambique et ailleurs. Donc, quand il voit les autres mercenaires là venir faire le boulot, là, c'est la compétition pour lui. C'est la compétition. Il faut qu'il enlève ces mercenaires-là et qu'il mette ses propres mercenaires à son service et que personne d'autre n'ait ces mercenaires à leur service pour le combattre. Vous vous imaginez ça? Là, lui-même, il est mercenaire, mais il chasse les autres mercenaires, quoi. Il veut être le seul mercenaire pour que ce soit maintenant lui qui prenne tout et qui contrôle tout. Oh mon Dieu. Bazin, un autre aventurier de la France-Afrique, gérant de casino au Tchad et qui s'occupait de la maintenance des avions de l'armée congolaise. Lui aussi a pris ses clics et ses claques. D'ailleurs, c'était marrant de constater que pour les médias publics français, comme RFI, ces barbouzes n'étaient pas des méchants mercenaires, non, ça c'est un qualificatif réservé aux Russes de Wagner, mais de quelconques paramilitaires qui étaient d'ailleurs roumains et n'avaient du coup rien à voir avec la France. Quoi qu'il en soit, ces mercenaires n'ont pu opérer qu'avec l'assentiment tacite de Paris, qui certes Vous avez soutient le entendu Rwanda, ça? arrivé à Goma, tout comme les hommes d'Olivier Bazin, un autre aventurier de la France-Afrique, gérant de casino au Tchad et qui s'occupait de la maintenance des avions de l'armée congolaise. Lui aussi a pris ses clics et ses claques. D'ailleurs, c'était marrant de constater que pour les médias publics français, comme RFI, ces barbouzes n'étaient pas des méchants mercenaires, non, ça c'est un qualificatif réservé aux Russes de Wagner, mais de quelconques paramilitaires qui étaient d'ailleurs roumains et n'avaient du coup rien à voir avec la France. Quoi qu'il en soit, ces mercenaires n'ont pu opérer qu'avec l'assentiment tacite de Paris, qui certes soutient le Rwanda, mais n'a pas oublié de signer quelques juteux contrats avec la RD Congo qui doivent... Vous entendez ça, la famille? Ça, là, si c'était même un journaliste africain qui avait fait le reportage, on n'allait même pas le croire, hein? Il fallait vraiment que ce soit un Français pour le faire. Ah non, je dois rewind ça encore. France. Quoi qu'il en soit, ces mercenaires n'ont pu opérer qu'avec l'assentiment tacite de Paris, qui certes soutient le Rwanda, mais n'a pas oublié de signer quelques juteux contrats avec la RD Congo, qui doivent profiter par exemple à Alstom ou à l'entreprise spécialisée dans la construction de ponts, Matière. Car c'est bien connu, en Afrique, notre pays a toujours mangé à tous les râteliers, et au Congo comme ailleurs, ça a fini par nous coûter très cher. Voilà la famille, voilà, hein? Non, mais vous vous imaginez ça? Et ça, là, comme je vous disais, là, donc la France laisse ça passer. Alors que quand il s'agit de poursuivre, on va retourner sur X. Maintenant, là, on va retourner sur X et visiter le professeur Niamsi. Le professeur Niamsi qui a son nouveau livre que je dois bientôt acheter, là. Mais je sais déjà que c'est chaud, quoi.
Hein? Vous vous imaginez? La France, donc, qui a osé poursuivre le professeur Niamsi pour des histoires d'argent, qu'il aurait détourné l'argent de son propre association, que personne n'a porté plainte. Hein? Donc, il surveille le professeur Niamsi jusqu'à... Mais il ne surveille pas il ne surveille pas le porte-parole des rebelles. Ah, c'est où les photos de Niamsi là Followed was an absolute fiasco. So les photos de Niamsi au Niger là, il faut que je vous trouve ça. Je dois vous montrer ça à la famille parce que vraiment, c'est quelque chose d'autre. Alors, comment on va faire pour trouver les photos de Niamsi avant de passer avant de passer OK, la famille. Alors, donnez-moi une seconde seulement et puis je cherche les photos de Niamsi que je veux vous montrer là. Vous allez voir de quoi je parle. Je disais ma caméra pour quelques secondes, le temps de trouver ce que je suis en train de chercher là. Mais vraiment, je vais vous montrer de quoi je parle. Parce que la France qui a donc osé poursuivre le professeur Niamsi, hein, sous prétexte farfelu de détournement d'argent de sa propre association, mais c'est uniquement parce que c'est un philosophe qui parle et qui révèle, donc, puis qui a écrit son nouveau livre, L'impérial terrorisme, qui révèle le rôle des grandes puissances, des prédateurs dans la déstabilisation du continent Kama. Et donc, ah là là. Alors, on est rendu sur Facebook là, vous me voyez? Ouais. Et ça là, c'est mon Facebook backup, étant donné que je suis censurée sur Facebook et que j'ai été chassée de Facebook. Ne m'envoyez pas des friend requests là, je ne vais pas accepter parce que je suis un refugeehood, you know. Ah, voilà de quoi je parle, la famille. Voilà de quoi je parle. Le professeur Niamsi, donc, qui défend la souveraineté Kama et qui défend donc ces peuples qui ont voulu proclamer et vivre leur souveraineté et leur indépendance, a été poursuivi en France. Alors que Macron voulait l'affamer, les Africains ont fait un fundraising pour l'aider et ils l'ont aidé. Ensuite, la France l'a accusé d'avoir détourné son propre argent de son propre association et personne n'avait porté plainte. Donc, vous vous imaginez, donc, l'État français surveille le professeur Niamsi jusqu'à l'État français est jaloux pour même pas 30 000 $. Et ça, c'est l'argent que les Africains lui ont donné. Et ils l'ont amené en justice pour ça, en lui créant des procès farfelus. Mais un rebelle qui est allé établir une société chez eux, à Paris, dans les beaux quartiers de Paris, un mouvement accusé de tous les crimes, eux, ils le laissent s'établir à Paris et faire son business tranquillement. Et qui est-ce qu'ils harcèlent? Qui est-ce qu'ils poursuivent? Jusqu'à il engage des avocats, jusqu'à il fait ci, il fait ci, il fait ça. C'est lui, c'est les intellectuels africains. Vous voyez ça? Mais les bandits africains, les tueurs, les esclavagistes, les collaborateurs avec les esclavagistes, eux, ils sont les bienvenus à Paris, quoi. Hein? Eux, ils sont les bienvenus en France. Donc, ça, c'est le professeur Niamsi, donc,
Il est en train de montrer vraiment, c'est magnifique son accueil au Niger. Donc, et puis dernièrement, il était aussi allé au Mali. Hein? Donc, c'est sûr que peut-être au, il ira aussi au Burkina. Hein? N'est-ce pas? Hein? Donc là, on est en train de suivre ces mouvements et parce que c'est inspirant pour les Africains de voir un Africain. Ah, voilà la vidéo, la famille. De voir un Africain digne, libre, qui s'exprime librement, qui est philosophe, qui est professeur, qui nous apprend des choses et des choses et qui écrit des livres. Et c'est lui qui est poursuivi, persécuté parce qu'il défend l'indépendance et la souveraineté africaine. Par contre, les voleurs, les terroristes, hein, soutenus par le Kagamistan, criminels génocidaires au Congo, assassins des présidents africains, mais puisqu'il est au service des esclavagistes, des prédateurs, on le laisse tranquille. Hein? Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, ce deux poids, deux mesures? Et puis de persécuter les serviteurs de la Mahat, tout en laissant tranquille les serviteurs du malheur des Africains. Hein? C'est quoi ça vraiment, la famille? Donc, je pense que il faut que les gens sachent que le karma, là, c'est une loi divine. Vous voyez mon nouveau livre qui est écrit sur les lois divines et les droits divins, là. Hein? Il faut que les gens comprennent que le karma s'applique à tous, hein, et que si les gens continuent à faire ce genre de choses, le karma, là, leur karma, ça va être dur. Hein? Ça va être dur, je vous garantis, là. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont au-dessus de la vérité et que s'ils ne défendent pas la vérité, là, ça va être dur pour eux, là. Comme le professeur Niamsi, donc, aime le dire. Hein. Vous connaissez ces avocats, hein? Nous tous, les Africains qui ont suivi la saga, on connaît les Africains qui se sont mobilisés donc pour le défendre parce qu'ils savent qu'il est digne de cette défense, parce qu'il défend une cause noble et digne pour toute l'Afrique. Hein? Et puis donc, il est camerounais. Il parle aussi du Cameroun, de Paul Biya. Vous connaissez le dictateur Paul Biya, comment il a pris en otage aussi le peuple camerounais et qu'il pense s'éterniser et mourir au pouvoir, hein? Un peu comme les Rwandais là, qui ont aussi été pris en otage par le Kagamistan et qui pensent il n'y a que lui. Hein? Donc, le professeur Niamsi, je pense que lui aussi finira par être un candidat présidentiel aussi pour le Cameroun, puisqu'il en a déjà parlé et il a déjà dit Tilana. Hey! Ceux qui suivent le professeur Niamsi savent ce que ça veut dire Tilana. Donc, ça veut dire écrivez ça. Il aime donc dire ça et parler de ça. Il aime donc dire ça. Tilana. Donc, écrivez ça un jour. Donc, il deviendra aussi candidat pour les élections au Cameroun. Donc, je vais voir si dans les commentaires, il y a quelques commentaires en français. Ensuite, on va bouger en Kinyarwanda en attendant que notre invité vienne. Donc, j'espère qu'il va bientôt apparaître. Je ne sais pas si je dois encore aller le rappeler, là, comme la dernière fois, je devais lui rappeler. Ah, attendez, je lui écris. Je lui ai écrit pour lui rappeler, là, s'il ne vient pas là bientôt, là, je vais même l'appeler par téléphone comme la dernière fois. Et puis, j'espère qu'il ne nous a pas oubliés. Donc, notre invité, c'est David Himbara, qui a déjà travaillé avec le Kagamistan
en tant que conseiller politique, économique, tout ça là, et speechwriter, et qui a donc écrit un livre comme quoi le Kagamistan est fini et qui nous révèle certains trucs de l'intérieur et comment le Kagamistan fonctionne de l'intérieur. Allons voir alors